du Conseil territorial. Monsieur Boudin a donné pouvoir à Monsieur Carvounas, Madame Caron à Monsieur Farcy, Madame Després à Monsieur Dufeu, Monsieur Doué à Monsieur Otzeren, Monsieur Sasportas à Monsieur Vanin, Madame Westphal à Madame Bourdineau. Monsieur Carvounas, Monsieur Viss doivent nous rejoindre. Madame Saintu également. Madame Saintu également. Donc, ils seront comptés parmi les présents dès qu'ils seront arrivés. Mes chers collègues, la crise sanitaire nous amène à vous faire découvrir tous les équipements sportifs de la ville de Créteil. Après le Palais des Sports, la maison du handball. Bon, j'espère que vous êtes installés dans des conditions confortables et que nous allons pouvoir aborder les différentes délibérations dans les meilleures conditions. Monsieur Ansler, secrétaire de séance, dont le bureau a validé l'ordre du jour de la présente séance. Il me reste maintenant, indépendamment de tout le reste, de vous faire approuver le compte-rendu de la séance du 15 juillet. Est-ce qu'il y a des interrogations ou des demandes de modification? Depuis le 15 juillet, nous avons oublié. Non, il n'y en a pas. Je considère que le compte-rendu est approuvé. Le point suivant concerne le règlement intérieur. Un certain nombre de modifications ont été apportées par rapport au règlement intérieur de la mandature précédente. Ces modifications ont intégré des recommandations faites par la loi Engagement et territoire, c'est ça ? Notamment sur l'institutionnalisation du Conseil des maires, pour le reste, la plupart des dispositions ou articles figurés dans le règlement intérieur précédent. Madame Lecouffe, en réunion du bureau, a souhaité que le ou les perturbateurs de séance ne soient pas expulsés, dont nous avons amendé le propos en souhaitant qu'ils soient invités à quitter la salle, dont l'amendement a été pris en compte. Nous avons acté qu'il y avait un groupe déjà constitué. Aujourd'hui, notre collègue Didier Toussé me communique un autre groupe de la majorité présidentielle et du MoDem, 7 membres, et j'ai eu communication du groupe communiste au cours de la semaine précédente, je crois. Donc,
Nous avons actuellement 3 groupes, et je ne désespère pas d'en avoir un 4e avec le groupe socialiste, mais pour le moment, personne ne s'est manifesté. Ça viendra. Et d'après les informations que j'ai, nous devrions avoir un 5e groupe écologiste. C'est M. Wyss qui essaie de constituer ce groupe. Voilà pour les informations relatives au groupe de notre Assemblée. Si nous avons 4 groupes, il vous a été proposé qu'on ait un président de commission par groupe. Ça fonctionne avec 4. Avec 5, on risque de ne pas avoir assez de commissions, mais enfin, on va essayer de trouver une solution la plus équitable possible. Vous avez communication de la composition des commissions. Il y a 1 ou 2 points qui vont sans doute être modifiés. Je salue l'arrivée de M. Wyss. Bon, on vous en fera part en temps voulu. M. Carvounas, bonsoir. Justement, on pensait à vous, car nous nous sommes aperçus que vous étiez à la première commission, alors que votre délégation vous porte davantage vers le développement durable et le suivi du plan climat-énergie. Mais si vous souhaitez rester à la première, mais ce serait plus cohérent que vous soyez sur la délégation en rapport avec votre délégation. Ça marche? Bon, mais il va falloir trouver quelqu'un pour permuter. J'avais noté une autre incohérence. Bon, on verra. On verra en marchant. Donc, vous avez la liste des commissions. Elles ont été réduites afin d'assurer une présence plus effective dans chaque commission. Vous avez la communication. Je ne pense pas qu'il soit utile que je donne la liste commission par commission. Tout le monde a la fiche. Dans la même communication, vous avez les représentants dans les différents organismes. Ça fait suite aux discussions qu'il y a eu avec les différents groupes. A priori, je ne suis pas saisi de problème particulier. C'est le rapport après, mais j'essaie de passer tout en même temps. J'essaie de passer les deux en même temps. Bon, s'il y a des problèmes particuliers, vous nous le faites savoir, on essaiera de voir ce que l'on peut modifier. Donc, nous avons, si vous n'êtes d'accord, je vous ai plutôt présenté les 2 premières délibérations. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces 2 délibérations, les 2 premières, à savoir règlement intérieur et désignation dans les différents organismes? Il n'y en a pas. Je peux considérer que les 2 délibérations sont approuvées. Je passe. La 3e délibération
concerne les indemnités des élus. Vous savez que peut-être pas tous, mais les anciens s'en souviennent, qu'il y avait eu un contentieux avec le contrôle de légalité. Nous avions au tribunal administratif, avec les autres territoires, défendu l'idée qu'il y avait deux enveloppes distinctes, celle qui permettait d'indemniser tous les conseillers territoriaux et celle qui permettait d'indemniser le bureau, les membres du bureau. Les préfets ont déféré ces différentes délibérations. Au tribunal administratif, nous avons perdu. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas poursuivi la procédure, mais Plaine Commune et Grand Orly, Seine-et-Bièvre, ont poursuivi la procédure au Conseil d'État et nous avons gagné. Donc, ce qui nous permet d'avoir un montant d'indemnité supérieur à celui qu'il était lors du dernier mandat. L'histoire ne dit pas si c'est avec effet rétroactif pour les anciens. Ce qui permettrait, mon cher Jean-Daniel, de partir en vacances. Mais je ne suis pas sûr, il ne faut pas aller non, loin. On n'irait pas en vacances. La taille des indemnités. On n'irait pas en vacances. Bien, donc pour les indemnités, vous avez la manière dont elles sont calculées et vous avez la liste des bénéficiaires de ces indemnités. Et je salue Madame la maire de Sucy qui nous rejoint. Donc c'est l'application stricte des textes réglementaires revisités par le Conseil d'État. Merci à vous avec les deux autres EPT. Oui, on peut remercier Plaine Commune et Grand Paris, Seine-et-Bièvre. Pas d'intervention, demande d'explication. On peut considérer que le rapport est adopté. Le rapport est adopté. Si vous en êtes d'accord, je passerai la parole à notre collègue maire de la Cambrie pour nous présenter le rapport sur la maison de santé parce qu'il doit nous quitter assez rapidement. Monsieur Forsolet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de me donner la parole un petit peu plus tôt, d'autant plus que c'était la communication numéro 26 quand on était au bureau, et ça faisait assez loin. Par délibération donc, du 11 décembre 2019, le Conseil territorial avait approuvé l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire donc en VFA, d'un local dans le cadre d'un programme immobilier développé par la société Atland Résidentielle, qui est situé, ce local, 1 rue Pasteur à Noiseau, pour un prix de 681 600 € hors taxe. Ce local est effectivement destiné à accueillir un cabinet médical dans le cadre de la démarche engagée par le territoire pour remédier à la carence de l'offre de soins. Ensuite, il y a eu une délibération le 18 décembre 2019 et le conseil municipal de la commune de Noiseau, où toute personne qui nous dit qu'à toute personne susceptible de se substituer à elle s'est engagée à racheter, soit la commune de Noiseau, soit toute personne susceptible de se substituer à elle, s'est engagée à racheter le bien à son prix d'achat dans le cas où l'agence régionale de santé ne notifierait pas au territoire l'attribution d'une subvention pour la réalisation de ce projet. C'est pas facile avec le masque. La réalisation de ce projet avant le 31 décembre 2020. D'ailleurs, cette subvention est plafonnée à 250 000 € et 40% des investissements. Et je pense que pour la région, il y a les mêmes conditions, à une condition quand même, qu'il y ait au moins 2 médecins généralistes et un
point médical, enfin paramédical. Compte tenu de la crise sanitaire, les chantiers immobiliers et le montage de ce dossier de demande de subvention auprès de l'ARS ont été retardés d'1 semestre. Dans ces conditions, il est proposé d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois à la commune de Noiseau pour la mise en œuvre des conditions d'un éventuel rachat du local initialement convenu avec la commune de Noiseau. Et d'ailleurs, le conseil municipal doit délibérer demain sur ce sujet. Voilà, c'était l'objet c'était donc, en conséquence, il vous est demandé de bien vouloir dire qu'à défaut de notification d'une subvention par l'ARS à GPSEA pour la réalisation de ce projet avant le 30 juin 2021, c'est donc la commune de Noiseau ou toute personne susceptible de se substituer à elle qui s'engage à racheter l'ensemble des biens immobiliers au prix d'achat. Le paiement du prix par la commune de Noiseau pourra s'effectuer en 2 fois, 50% en 2021, ce qui n'est pas souhaitable, et 50% en 2022, ce qui n'est pas souhaitable non plus. On espère que l'ARS participera donc à la subvention demandée. Voilà, chers collègues, cette délibération. La commission, puisque les commissions ne sont pas encore constituées, le bureau a donné un avis favorable à l'unanimité. Quel est le vote en séance? Est-ce qu'il y a des avis? Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a des demandes d'explication ou des demandes d'intervention? Il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Donc le rapport est adopté, M. Forcelet. Bien, mes chers collègues, c'est toi, c'est moi. Non, tu préfères? Bien, mes chers collègues, vous connaissez toutes et tous la situation humanitaire au Liban, suite notamment à l'explosion qui a frappé la population de Beyrouth, mais également cette ville. Donc il vous est proposé d'allouer une subvention de 10 000 € à l'association ACTED, qui est une association qui travaille au Liban depuis longtemps, en liaison avec l'Association des maires de France, l'AMF. Depuis, un certain nombre de demandes se sont manifestées, notamment des demandes émanant d'associations territoriales ou d'associations qui ont travaillé sur le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, dont il vous est proposé d'allouer 5 000 € à l'ACFED et de réserver 5 000 € qui seront alloués à des associations du territoire qui sont intervenues ou qui interviendront au point de vue humanitaire sur le Liban. Bien sûr, sur présentation d'un dossier qui tienne la route, c'est évident. L'ACFED étant une association nationale. C'est pas forcément l'association qui va prendre en charge le transport, c'est pas forcément une association du territoire. Non, mais qu'elle a travaillé sur le territoire. Voilà. Celle que tu nous as présentée. Oui, tout à fait. Je peux dire un mot là-dessus? Bon, ça va, c'est bien. C'est clair, hein. Après, on verra les dossiers. Non, mais on aurait pu le dire à un moment donné. Est-ce que c'était une opération intéressante? Oui, non, mais toutes les opérations en direction du Liban sont intéressantes. Hein. Bon, après, il faut vérifier que... Alors, toujours dans le même domaine, nous en avons une autre relative aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Pas bien? Je ne la trouve pas. Bon, vous connaissez là aussi la situation. Il est proposé là de donner 5 000 €, d'allouer 5 000 € à la Croix-Rouge et 5 000 € au Secours populaire.
Pas d'objection? Le rapport suivant, c'est Monsieur Maréchal. Merci, Monsieur le Président. Juste avant de rentrer en tant que tel dans le rapport, je voudrais juste souligner que vous trouvez dans vos pochettes rouges ce document avec les indicateurs clés de gestion de GPSEA. Voilà, c'est un document qui est assez intéressant et donc qui a vocation à être transmis également au grand public et à être disponible sur le site internet pour que nos habitants connaissent mieux GPSEA. Et simplement, j'attire votre attention sur 3 points. Ce document, les indicateurs qui sont mentionnés montrent que nous avons un territoire donc, qui investit, puisque nous sommes le 2e EPT en termes d'investissement sur la MGP, montre aussi un territoire solidaire, avec notamment un accès pour les communes au fonds de solidarité dont on va parler. Et enfin, donc, tout un zoom sur la commande publique, qui démontre toute la politique qui est menée, notamment sur l'accès facilité pour les PME-TPE, sur l'achat local, et une commande publique qui est de plus en plus soucieuse de l'environnement et de l'inclusion sociale, totalement en phase avec toute la politique menée par le territoire. Donc je vous invite à prendre connaissance de ce document. Voilà, pour revenir sur notre rapport, GPSEA, depuis sa création, s'est attaché à développer et promouvoir les valeurs de solidarité qui le lient à ces communes, avec une action toute particulière au soutien des communes de taille modeste, à moins de 12 000 habitants. Et plusieurs axes d'intervention ont incarné cette ambition dans un souci constant de renforcer la cohésion de notre territoire. Tout d'abord, l'institution, dès la création du territoire, d'un fonds de solidarité doté d'une enveloppe de 1,5 million d'euros par an, soit 7,5 millions d'euros mobilisés entre 2016 et 2020, a permis de soutenir les investissements des communes de taille modeste au titre de la solidarité territoriale, et notamment de contribuer à la remise à niveau de leur patrimoine. Sa mise en œuvre a constitué un marqueur fort de l'identité de notre territoire lors de la présente mandature, avec une consommation au 1er septembre 2020 de 80% de l'enveloppe prévue, soit 6 millions d'euros. Le Fonds de solidarité a, depuis 2016, témoigné d'une grande capacité de réponse du territoire aux besoins des communes et d'une grande diversité d'interventions. Quelques exemples, le terrain de football synthétique à Marolles, la construction de terrain de tennis à Noiseau, des travaux de circulation de voirie à la Cambrie ou à l'Ukraine, l'achat de navettes électriques à Ormesson-sur-Marne, etc. Deuxième point de cette attention aux différentes communes, l'accompagnement technique et humain, donc qui est le deuxième volet de cette politique de solidarité, avec notamment la constitution dès 2016 d'une équipe dédiée à l'appui en ingénierie et au partage de bonnes pratiques, via la DRAT, la délégation relation appui au territoire. Le financement au bénéfice des communes de taille modeste de prestations techniques et d'études, et enfin la généralisation de prestations techniques à l'ensemble des communes, avec la création de clubs de bonnes pratiques sur des thématiques aussi variées que les RH, les finances, les marchés publics, également, ou l'urbanisme. Enfin, troisième volet de notre politique de solidarité, GPSEA a conduit des actions d'influence pour faire reconnaître les spécificités de ces communes et défendre leurs intérêts avec un soutien auprès de l'État de leurs demandes visant à renforcer la proximité et l'accessibilité des services publics pour leurs habitants, ou encore un accompagnement des communes dans leurs relations avec les autres collectivités. On se souvient notamment des travaux menés pour préparer les collectes métropolitaines. Aussi attaché à cette politique, et comme le Président en a pris l'engagement, le territoire souhaite poursuivre et renforcer tout au long de la mandature qui s'ouvre cette politique de solidarité. Donc pour cela, il nous est proposé de renouveler le Fonds de solidarité pour la mandature 2020-2026 pour un montant de 9 millions d'euros, correspondant à l'enveloppe d'investissement de 1,5 million d'euros par an. Il est également proposé de poursuivre et de renforcer l'appui technique et humain en faveur des communes de moins de 12 000 habitants, avec le développement de nouvelles prestations d'ingénierie humaine et technique pour toutes les communes, par exemple sur les domaines financiers. Voilà, donc il nous est proposé de voter pour la poursuite du Fonds de solidarité et également le développement de toutes ces politiques d'appui auprès de toutes les communes du territoire. Merci. Merci, M. Maréchal. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, pas de demande d'information, rien. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité.
Rapport suivant, Monsieur Dufeu. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le présent rapport a pour objet l'adoption de points divers relatifs aux ressources humaines. Premièrement, le tableau des effectifs. Il s'agit tout d'abord d'approuver le nouveau tableau des effectifs du territoire en tenant compte des besoins des services en termes de recrutement, d'avancement et de promotion interne. Cela se traduit par une liste de création et de suppression de postes détaillée dans le rapport. Le comité technique a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce tableau des effectifs. Deuxième point, reconduction des conventions de services partagés avec les communes d'Ormesson-sur-Marne et de Sucy-en-Brie. À la suite de la reconnaissance de l'intérêt territorial de certains équipements culturels et sportifs, des conventions de services partagés ont été conclues avec les communes afin que soient mis à disposition du territoire les services communaux affectés notamment à la régie de bâtiments, à l'entretien des espaces verts ou encore au système d'information. Les conventions conclues pour 2 ans avec les communes d'Ormesson et de Sucy étant arrivées à échéance, il vous est proposé de les reconduire pour une durée indéterminée. Mise à disposition d'agents auprès de la commune de Santeny. Après mobilisation de nos collectivités et notamment de GPSEA, une maison France Service ouvre à Santeny. Celle-ci a vocation à desservir l'ensemble du plateau briard. Dans le cadre de la politique de solidarité de GPSEA vis-à-vis des communes de moins de 12 000 habitants, il vous est proposé la mise à disposition de 2 agents du territoire auprès de la ville de Santeny pour exercer les fonctions de chargé d'accueil et d'accompagnement à la maison France Service. GPSEA percevra l'aide fixée par l'État, 30 000 € et assurera la charge résiduelle de ces 2 agents. Quatrième point, transposition des nouvelles dispositions législatives relatives au télétravail. GPSEA est une collectivité pionnière en matière de télétravail, déjà mis en place avant la crise du Covid-19. 110 agents télétravailleurs avant la pandémie. Pendant la crise, ce sont 300 agents qui ont pu télétravailler grâce au déploiement rapide du matériel informatique nécessaire. Il convient aujourd'hui de traduire les nouvelles dispositions législatives en matière de télétravail. Il sera ainsi désormais possible de télétravailler 3 jours par semaine au maximum si l'encadrant le décide, de faire du télétravail temporaire en raison de circonstances exceptionnelles, de faire du télétravail selon des jours flottants, c'est-à-dire à des jours qui diffèrent de la proportion initiale prévue dans les conventions des télétravailleurs. Il vous est demandé d'approuver les différents points de ce rapport relatif aux ressources humaines. Merci, Monsieur Dufeu. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Séguy. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une petite information que je souhaiterais dans ce que vient de nous exposer notre collègue. La reconduction des conventions de services partagés sur la commune d'Ormesson et de Sucy. Il n'y a que 2 communes, parce qu'il y a eu quand même des transferts d'autres collectivités, mais ça n'est pas dans les mêmes conditions. C'est des calendriers différents. Pardon ? Elles n'arrivent pas à échéance tout en même temps. Ah d'accord, très bien. Échéance, on les renouvelle. D'accord, merci. C'est troublant parce que je vous vois tous avec les yeux vers moi, comme si je vous subjuguais. Mais je viens de comprendre que c'est parce que vous regardiez l'écran. Hein. Madame Séguy, vous avez eu la réponse? Merci. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Rapport suivant, Monsieur Maréchal. Voilà, rapport donc qui concerne une décision modificative et quelques points d'ordre technique. Donc, cette décision modificative du budget 2020 vise principalement à traduire dans les équilibres du budget principal l'impact connu à ce jour des mesures mises en œuvre par le territoire pour limiter la propagation du Covid-19 et adapter son organisation pour garantir la continuité du service public et soutenir le tissu économique local.
Cette réponse forte et proportionnée s'est déployée conformément aux valeurs de solidarité et de proximité qui animent l'action du territoire, avec près de 4,5 millions d'euros mobilisés, dont 2,9 millions d'euros pour la section de fonctionnement et 1,6 million d'euros pour la section d'investissement du budget principal. Pour la section de fonctionnement, cette DM intègre ainsi l'ouverture de 1,6 million d'euros de crédit pour financer les mesures de protection mises en œuvre au bénéfice des habitants et agents du territoire. Donc les masques, le gel hydroalcoolique, les gants, les produits désinfectants, etc. Ainsi que le soutien apporté par GPSEA à des structures intervenant auprès des populations pour la sécurisation, la désinfection et la mise à disposition de matériel pour les centres ambulatoires. En plus de ces 1,6 million d'euros, on a une inscription de 600 000 euros de dépenses de personnel complémentaires pour le recours aux heures supplémentaires, le recrutement de vacataires sur plusieurs secteurs pour assurer la continuité du service public, ainsi que le versement d'une prime exceptionnelle aux agents du territoire. L'intégration de 300 000 euros de crédit pour le déploiement du plan d'urgence sociale au bénéfice des associations et des habitants du territoire. Et enfin, donc, la prise en compte de 466 000 euros de moindres recettes liées aux mesures compensatoires ou d'allègement déclinées au bénéfice des usagers des conservatoires et de l'aire d'accueil des gens du voyage, ainsi qu'aux entreprises hébergées au sein du réseau des pépinières et hôtels d'entreprise, aux locataires du territoire dont le chiffre d'affaires a fortement diminué durant le confinement. À noter que dans le contexte d'incertitude concernant l'évolution de la situation sanitaire et son impact sur nos équilibres budgétaires, des crédits nouveaux pourront être ouverts dans le cadre d'une décision modificative ultérieure votée d'ici la fin de l'année 2020. Et ces derniers jours ne nous rassurent pas sur ce point. Ces mesures sont financées principalement par des recettes fiscales complémentaires qui n'avaient pas pu être anticipées compte tenu de l'état des indicateurs macroéconomiques disponibles à la date d'élaboration des équilibres du budget primitif, ainsi que par une subvention de l'État en attente de notification au titre des achats de masques réalisés par le territoire. Les services de GPSEA travaillent actuellement à la mesure des conséquences de la crise économique sur nos recettes de fiscalité, avec l'impact éventuel dès 2021 de départ ou fermeture d'entreprises, ainsi qu'à compter de 2022 d'un ralentissement de la dynamique de création d'entreprises ou de la prise en compte des baisses de chiffre d'affaires enregistrées en 2020 pour les entreprises imposées à la base minimum. Concernant la section d'investissement, la présente DM intègre aux équipes du budget principal l'ouverture de 1,6 million d'euros de crédits nouveaux destinés à financer les mesures mises en œuvre par le territoire pour favoriser le rebond de l'économie locale avec l'abondement du fonds de résilience mis en place par le Conseil régional d'Île-de-France et la prise en charge d'une partie des surcoûts liés au Covid assumés par les prestataires de travaux du territoire. Et également l'adoption du service public aux besoins des usagers avec la création de pistes cyclables transitoires sur les voiries territoriales, l'acquisition de matériel mis à disposition pour lutter contre la fracture numérique ou encore la subvention octroyée à l'hôpital Henri Mondor pour l'installation d'un scanner et l'acquisition d'une tente médicale mise à disposition de la protection civile du Val-de-Marne. L'ouverture de ces crédits nouveaux est financée par une augmentation de l'enveloppe d'emprunt d'équilibre inscrite au budget primitif. Voilà, au-delà donc de cette décision modificative, il convient d'adopter certains ajustements techniques sur les budgets annexes assainissement et sur le budget parc de stationnement. Et enfin, ce rapport intègre quelques dispositions visant à assurer la continuité du fonctionnement et optimiser les recettes de la collectivité. Vous avez vu la création d'une commission intercommunale des impôts directs, avec la liste des membres qui est en annexe, qui a été travaillée avec chacune des communes membres. L'adhésion du territoire à l'agence France Locale, Société Territoriale, en vue de diversifier notre vivier de prêteurs. L'octroi pour un montant de 3 296,72 € d'une remise gracieuse aux régisseurs titulaires de l'aire d'accueil des gens du voyage suite à plusieurs vols commis dans la caisse de la régie au début des années 2000. L'attribution à l'association Esprit Libre d'une subvention de 12 000 € pour l'organisation d'un salon du polar à Ormesson-sur-Marne. Et j'en ai fini pour cette délibération et ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, GPSEA est compétent en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pour les habitants des 16 communes de son territoire. Alors, le territoire exerce directement sa compétence en matière de collecte sur les communes de l'ex-Plaine centrale, de l'ex-Haut-Val-de-Marne ainsi que de Bonneuil-sur-Marne. Pour ces communes, GPSEA gère le traitement des déchets à travers le SMIDVUM,
En revanche, GPSE a adhéré au CIVOM de la Vallée de l'Yerre et des Sénards pour la collecte et le traitement des déchets des communes de l'ex-Plateau-Briard. Une amélioration sensible de la qualité du service de la collecte et traitement des ordures ménagères a été conduite par GPSEA depuis sa création. Ces améliorations de service ont permis d'harmoniser la gestion de la compétence déchets à GPSEA. Des différences demeurent pour les communes relevant du CIVOM où, par définition, GPSEA ne peut être donneur d'ordre direct. Afin d'assurer la continuité du financement de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, les régimes de TOM applicables sur le territoire des anciens OPCI et des communes ex-isolées ont été maintenus pour une durée qui ne peut excéder 5 ans à compter de la création du territoire. Donc, GPSEA doit désormais instituer la TOM par une délibération qui doit être votée avant le 15 octobre 2020 pour une application au 1er janvier 2021. L'institution de la TOM a donc pour conséquence une harmonisation des taux. Elle peut toutefois être accompagnée de la mise en œuvre d'un zonage géographique de taux, déterminé en fonction de l'organisation du service rendu au sein des périmètres définis, ainsi que d'un lissage des évolutions de taux sur une période de 10 ans maximum. Un groupe de travail installé par le territoire et réunissant les membres de la CLECT ou tout autre représentant désigné par chaque commune pour y participer s'est prononcé à une majorité de plus de 80% en faveur de la mise en œuvre. Donc de 2 zones de taux au regard de modes de gestion différents entre les 2 zones, la première pour le plateau Briard, la seconde pour les autres communes. D'un taux donc de 8,28% pour la zone SMID-VUM et 8,03% pour la zone CIVOM. Donc ces taux correspondent au taux moyen pondéré donc de chacune de ces zones. Ça vient donc conserver les taux globaux actuels et donc ça ne génère aucune recette supplémentaire pour GPSEA. Et d'un lissage sur une durée de 5 ans qui permet de se placer au milieu de la fourchette possible et fait un équilibre entre les communes qui connaîtront une baisse de taux et celles qui connaîtront une hausse. Les taux par commune correspondant à la trajectoire de lissage retenue feront l'objet d'une délibération lors de l'adoption du budget primitif 2021. Voilà, en complément donc de cette première délibération, donc une deuxième délibération très classique qui correspond en fait à soumettre l'exonération de TOM pour l'année 2021 pour les communes qui peuvent justifier d'un traitement et d'une collecte des déchets par elles-mêmes. Et vous trouvez la liste des communes, des entreprises concernées dans le rapport. Merci. Nous fait obligation de lisser les taux jusqu'à l'harmonisation sur le temps qui est imparti. Il ne s'agit pas pour le territoire d'une recette supplémentaire, c'est tout simplement une péréquation, si on peut dire, entre les différentes communes. Et 3 communes qui avaient des taux relativement bas, c'est tout à leur honneur. C'était Bonneuil, Alfortville et Santeny. Dans ces 3 communes, du fait du lissage, voient leur taux sensiblement augmenter, 2 € par an pour Bonneuil. Et les autres voient leur taux, bien sûr, baisser. Mais à la sortie, les ressources pour le territoire sont les mêmes. Donc, monsieur le maire de vice-président, premier adjoint de Bonneuil, m'a fait savoir que ça représentait pour la population de cette ville une augmentation importante. Mais je lui laisse la parole s'il souhaite intervenir. Mais vas-y, Denis. Monsieur le Président, vous auriez pu finir comme ça. Je savais à quoi m'attendre avant de prendre la parole. Parce que vous avez dit un « mais ». Je n'ai fait que dire la réalité telle que tu l'as exprimée au bureau. Oui. Hein, et bon, c'est une analyse que tu fais, elle est respectable. Hein, même si je ne la partage pas. Bien, Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi, vous êtes surpris de voir les gens subjugués par votre regard. Moi, je suis un peu... non, c'est pas mon regard. Moi, je suis un peu en dépression de voir ma calvitie et voir que cette calvitie est plus importante que celle d'Alexis à côté. Donc, du coup... oui, j'espère bien, parce que là... Sinon, voilà, Monsieur le Président, chers collègues, les élus de Bonneuil-sur-Marne, dans leur globalité, sont sensibles à la qualité du travail qui a été mené concernant l'instauration d'un taux unique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'évolution vers un taux de fiscalité identique pour toutes les communes
relevant du même syndicat de traitement et d'enlèvement nous paraît pertinente, tant que celle-ci s'accompagne d'un niveau de service rendu harmonisé vers plus d'efficacité, de qualité, d'optimisation, ce qui est le cas pour notre territoire. D'ailleurs, que les services concernés soient remerciés. Au sein du groupe de travail qui a réfléchi à cette harmonisation des taux, nos représentants, et moi-même personnellement, au même titre que ceux d'autres communes connaissant une hausse de taux, se sont prononcés pour une durée de lissage sur une période plus longue que celle retenue, afin de rendre cette augmentation plus progressive pour nos habitants. Notre commune, comme vous le savez, est peuplée en partie par une population très fragile, parfois en grande précarité. Et la crise sociale que connaît notre pays est désormais doublée d'une crise sanitaire sans précédent qui n'a pas fini de faire ressentir ses effets négatifs, particulièrement sur les plus faibles d'entre nous. C'est pourquoi nous regrettons que ce soit la période de 5 années qui ait été retenue par la majorité des membres du groupe de travail. Dans le même temps, nous ne souhaitons pas faire le blocage sur une délibération qui concourt à une harmonisation fiscale au profit du plus grand nombre. Compte tenu de ces éléments, nous nous abstiendrons sur le vote de la partie de cette délibération portant sur l'harmonisation du taux de l'atome sur une durée de 5 ans. Merci, Monsieur Derune. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? La différence entre un lissage sur 5 ans et 6 est vraiment epsilon. Hein? Ah oui, sur 10, ça change. Ah bah oui, sur 10, mais la loi ne le permet pas. Il y a d'autres interventions, non? Monsieur Charbonnier. Il me semblait me souvenir, mais je peux me tromper, m'étant un peu occupé de ces sujets, qu'en fait, la consolidation de la participation des habitants de Bonneuil-sur-Marne ne contribuait pas à couvrir l'intégralité du coût du fonctionnement du service tel qu'il a pu être amélioré par le territoire, notamment, comme l'a souligné Denis, grâce à l'harmonisation et en tirant tout le monde vers le haut sur la qualité de service. Je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, mais en tout cas, je me réjouis, moi, qu'on arrive à harmoniser. Et pourtant, il y a eu des précédentes harmonisations, il y en a encore, et à Boissy-Saint-Léger, on avait un taux historiquement très bas, et du coup, ça fait mécaniquement monter la participation des habitants, mais la solidarité du territoire s'exprime là au travers des communes qui étaient moins chanceuses et qui avaient des taux beaucoup plus élevés. Je pense que c'est une mesure de justice fiscale sur l'ensemble du territoire pour un service équitablement rendu et avec le même standard de qualité pour tous les habitants du territoire. Denis, oui. Oui, je vous donne. Oui, Monsieur Charbonnier se trompe en fait, même s'il pense avoir raison, parce que tout simplement, lui, il est dans les chiffres. Effectivement, si on prend les chiffres globaux du nouveau marché qui a été conclu par le territoire, on peut considérer que l'atome reversé par Bonneuil est moindre que le marché actuel. Sauf que le marché que Bonneuil avait passé par le passé correspondait tout à fait à la somme indiquée et qui était l'atome, sachant en plus que nous avons, nous, dans nos services, nous avons encore un très grand service d'espace propreté qui fait un très grand travail, donc du coup qui allège énormément le travail que peut être fait ailleurs, par exemple à Boissy. Donc nous avons plus de 24 adjoints avec des engins, avec un gros budget sur le sujet. Donc je pense que Bonneuil s'en sortait très bien avec l'atome qu'elle avait. Donc je pense qu'il faut regarder sur le terrain les faits, plus que quelques chiffres et qui peuvent être collés les unes aux autres. Merci. Madame Lecouf. Oui, je voudrais dire que pour la ville de Limeil-Brévannes, elle se réjouit particulièrement de l'enclenchement de ce lissage, puisque depuis plusieurs années et de l'époque de la communauté d'agglomération, alors que la ville était une de celles qui réagissait le mieux en ce qui concernait le tri des ordures ménagères, elle était particulièrement pénalisée par un taux très haut, pas très facile à expliquer. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une bonne décision d'arriver vers cette harmonisation des taux. Merci, Madame Lecouf. Alexis? Oui, simplement sur le 5 ans est déjà quand même le fruit d'un compromis, puisqu'en effet, ceux qui
Ceux qui baissaient voulaient éventuellement aller plus vite, puisqu'on pouvait démarrer à 2 ans. Donc, le 5 ans a déjà été un compromis entre les différentes communes. Le deuxième point, c'est que si on arrive, c'est la troisième étape de l'harmonisation de différentes données. Que la TOM vient après l'harmonisation sur l'assainissement, également sur la CFE, et que j'ai envie de dire un peu trivialement, parfois, sur certaines fois, parfois on gagne, parfois on perd, parfois ça va dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. C'est un peu la logique du travail d'harmonisation que nous devions faire depuis la création. Voilà, et sur la CFE, c'est vrai que les taux de Bonneuil ont baissé. On ne peut pas gagner à tous les coups. Des taux excessivement bas de TOM ne permettent pas toujours à assurer une prestation de qualité. On l'a vu sur le Haut-Val-de-Marne, où il nous a été demandé de revoir l'ensemble des prestations qui étaient réalisées. Parce qu'effectivement, il y avait eu, je crois, précédemment, une baisse de la TOM. Dans le cas de Bonneuil, c'est un cas un peu différent. C'est un privilège des villes riches qui pouvaient alimenter leur budget avec d'autres recettes, notamment de taxes professionnelles, et qui faisaient financer par le budget général les prestations relatives à l'enlèvement des ordures. Mais il y avait aussi des communes, certainement Limeil, qui, elles, faisaient le contraire, c'est-à-dire qu'à travers la TOM, équilibraient un peu le budget général quand il fallait l'équilibrer plutôt que d'augmenter la fiscalité. Donc, aujourd'hui, on est tenu d'harmoniser. Et on harmonise dans le cadre de la solidarité, disons, territoriale. Mais je crois savoir, mon cher Denis, que quand on a négocié le contrat de l'eau pour Bonneuil, on s'est appuyé sur la solidarité territoriale pour obtenir une baisse sensible de la distribution d'eau, puisqu'on a obtenu, je crois, 60 € de moins par famille, ce qui est très supérieur aux 2 € dont tu nous parles. Voilà, bon, je crois qu'il n'y a pas lieu de truc, hein, mais comme le disait M. Maréchal, la solidarité territoriale, à des moments, on gagne, à des moments, on perd un peu, mais parce qu'on mutualise quand même certaines Monsieur manières. le Président, tout à fait. C'est pour ça que, comme nous en avons discuté plusieurs fois, c'est pour ça que nous ne votons pas contre. Nous comprenons, y compris la situation d'autres collègues et d'autres villes. Nous respectons leur point de vue, y compris nous comprenons. Et nous nous abstiendrons et nous ne voterons pas contre cette partie-là. Avec l'économie sur l'eau, tu gagnes presque 30 années. Hein. Oui, mais on réfléchit pas de cette façon, je crois. Ça aurait été crété, vous ne m'auriez pas dit ça. Bien, donc on prend acte de l'abstention de Bonneuil. Alors ceux qui sont pour, je pense le tour, les avis contraires, je salue l'esprit de solidarité de la commune d'Alfortville, qui subit une hausse, mais qui ne proteste pas. Parce qu'ils sont très riches. Bien, donc le rapport est adopté et nous allons vers l'harmonisation, ce qui est une bonne chose, parce que sinon on aurait été dans l'illégalité. Et nous passons au rapport relatif à l'aménagement, et je vais donner la parole à Madame Segui. Merci, Monsieur le Président. Le premier rapport concerne la ZAC du centre commercial du Grand Ensemble, donc à Alfortville. Cette ZAC a pour objectif de redynamiser et pérenniser l'offre commerciale au sein du quartier du Grand Ensemble, tout en valorisant sa visibilité et en développant une nouvelle offre de logement.
La présente communication a pour objet, dans un premier temps, d'adopter un avenant numéro 2 au traité de concession d'aménagement, TCA. Cette TCA prévoit que le territoire participe au coût de l'opération, notamment sous la forme d'un apport de 2 lots de copropriété, lots numéro 5 et 7 du centre commercial. La valeur des 2 lots a été estimée dans l'avis des domaines en date de mars 2020 à 160 000 € hors taxes. Cette nouvelle estimation vient améliorer le bilan de la ZAC puisqu'il est plus faible. Il convient donc de modifier le traité de concession d'aménagement par la voie d'un avenant numéro 2 pour intégrer cette estimation. Et le deuxième point de la communication, c'est de désigner la SPLA GPSEA des bénéficiaires de la DUP et de l'arrêté de cessibilité. Donc, afin d'évincer les propriétaires ou les commerçants avec qui les négociations n'auraient pu aboutir et d'éteindre les servitudes grevant le foncier, il a été décidé de recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Au terme d'une enquête publique se déroulant du 12 octobre au 13 novembre, Monsieur le Préfet sera en mesure de prendre un arrêté de DUP et un arrêté de cessibilité permettant de recourir à l'expropriation le cas échéant. Afin de sécuriser pleinement la procédure, il convient donc de préciser que le bénéficiaire de la DUP et de l'arrêté de cessibilité sera la SPLA GPSEAD. Voilà, Monsieur le Président, je ne vais pas rappeler en conséquence, puisque je viens d'expliquer l'objet de cette délibération. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la SPLA, c'est la Société publique locale d'aménagement du territoire. C'est vrai. On les prend un par un ou il faut peut-être voter pour cette première. On va faire un par un, je pense. Bon. Il faut voter concernant... Pas d'objection, Monsieur le maire d'Alfortville. Pardon? Très heureux. Bon, c'est bien. Pas d'abstention. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, enfin le dossier suivant plutôt, oui, toujours merci. dans le... Oui, Monsieur le Président, merci. Donc le rapport suivant concerne la ville d'Ormesson-sur-Marne. Le secteur dit du centre-ville à Ormesson se compose d'un pôle administratif bien identifié. Néanmoins, l'absence d'offres complémentaires ne permet pas de le qualifier de centralité urbaine et il apparaît aujourd'hui opportun d'impulser une réflexion sur le devenir et la transformation de ce cœur de ville. Le site d'étude se compose notamment du foncier de la maison d'accueil spécialisée MAS, dont une partie est classée en espace boisé classé et dont l'intérêt faunistique et floristique est reconnu. Dès lors, la commune d'Ormesson-sur-Marne a sollicité Grand Paris Sud-Est Avenir afin de mener une étude prospective sur l'évolution de ce secteur. La présente communication a pour objet d'initier donc cette zone d'aménagement pour la mise en œuvre du projet. Au regard de la complexité technique, foncière et opérationnelle de l'opération, du souhait de la commune et des GPSEA d'associer les habitants à la construction du projet, la ZAC apparaît l'outil d'aménagement pertinent pour conduire cette opération, dont les premiers objectifs dégagés sont les suivants: protéger le patrimoine bâti et végétal du site, unifier les espaces végétaux sur un plan d'ensemble cohérent, respectueux et attrayant, et valoriser ces espaces par des usages multiples, services, commerces de proximité, habitat, loisirs, et affirmer la centralité de ce cœur de ville. Dans le cas de la procédure de ZAC, il convient d'engager la concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Ces modalités sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité à l'initiative de l'opération. En l'occurrence, il est prévu à minima la réalisation d'une plaquette de communication, la diffusion d'informations dans les journaux et sites internet de la ville et du territoire,
et l'organisation d'une réunion publique et la mise à disposition du public d'un registre au siège de GPSEA et en mairie. Et la troisième chose, c'est d'adopter une convention d'intervention foncière tripartite entre la ville, GPSEA et l'EPFIF, sachant que l'EPFIF a déjà contracté depuis un certain nombre d'années donc pour le portage foncier. Et dans le cadre de ce projet d'aménagement, il convient d'étendre le périmètre d'intervention foncière de la convention de veille foncière conclue entre la ville, l'EPFIF en 2015 et y intégrant la masse afin d'assurer la maîtrise foncière du projet. Il convient de conclure donc une nouvelle convention d'intervention foncière qui s'achèvera le 31 décembre 2026. Le montant de l'intervention foncière de l'EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à 18 millions d'euros. Précédemment, la convention entre l'EPFIF et la ville portait sur 10 millions d'euros. Voilà, Merci, Mme Chegui. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, d'explication? Alors, tous ces rapports concernent notre compétence aménagement, c'est-à-dire que tout ce qui touche à l'aménagement, aujourd'hui, est juridiquement dévolu au territoire. Je parle de l'aménagement. Pour la construction, c'est autre chose, mais pour l'aménagement, c'est le territoire qui a la responsabilité complète de ces opérations. Je dis ça pour celles et ceux qui pourraient s'interroger, comment se fait-il qu'on a autant de dossiers d'aménagement? Il est clair que ça va occuper beaucoup nos services d'abord, mais aussi beaucoup de nos réunions, que ce soit dans la commission compétente ou en séance plénière. Donc, sur Ormesson, la délibération est adoptée, il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, madame. Merci. Juste une petite information sur le nombre de ZAC que nous avons aujourd'hui sur le territoire. On est à peu près une 50aine sur l'ensemble des communes. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est énorme, que ce soit effectivement pour l'administration ou pour les réunions à venir. Elles ne sont pas toutes, les travaux ne sont pas tous en cours, heureusement, sur les 50, mais en tout cas, c'est un nombre quand même extrêmement important, compte tenu du sujet, qui n'en est pas moins aussi extrêmement sensible pour toutes les communes, et avec des conséquences vraiment particulières pour chacune. Voilà, donc le point 3, Monsieur le Président, concerne la ZAC des Petits Carreaux à Sucy-en-Brie. Donc cette ZAC des Petits Carreaux a été créée par arrêtés préfectoraux en date du 13 septembre 1973 pour sa partie sur la commune de Bonneuil et le 13 mars 1974 pour sa partie sur la commune de Sucy-en-Brie. La Sophibus a été désignée aménageur de la concession d'aménagement. En 1985, la Sophibus a neutralisé cette parcelle, une parcelle qui est la parcelle AZ 636, sur laquelle il n'était prévu aucune programmation, sans pour autant que le périmètre de l'opération soit officiellement modifié. Toutefois, cette parcelle a été intégrée au périmètre d'une autre opération d'aménagement, l'écoparc Petit Carreau. La communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne a fait l'acquisition de cette parcelle en 2008 avant de la céder à l'aménageur de l'écoparc Sirius en 2013. Aujourd'hui, Sirius prévoit des aménagements prochainement sur cette parcelle qui ne peut appartenir à deux périmètres d'opération d'aménagement simultanément. Il convient donc de régulariser la situation et d'extraire la dite parcelle du périmètre de la ZAC des Petits Carreaux, donc à Sucy. Celle-ci ayant été créée par arrêté préfectoral, il appartient à l'État de procéder à cette extraction. Au préalable, Grand Paris Sud-Est Avenir doit solliciter la modification du périmètre auprès de l'État. C'est l'objet de la présente communication.
Pas d'objection? Madame le maire de Sissi me dit que non. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Merci. Le rapport suivant, Madame Cheilly. Alors, cette fois-ci, c'est la ZAC du centre ancien de Bonneuil. Le 25 novembre 2019, la commune de Bonneuil a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner portant sur un bien immobilier situé avenue du Maréchal Leclerc à Bonneuil au prix de 265 000 €. Ce bien se situe dans le périmètre de la ZAC multisite du centre ancien de Bonneuil, qui a pour objet de requalifier le centre-ville et qui a été concédé à la CEMABO, à l'instar du bien voisin situé 7 avenue du Maréchal Leclerc. La commune de Bonneuil a sollicité le territoire afin qu'il délègue le droit de préemption urbain, donc DPU, au SAF 94 pour qu'il porte le bien au compte de l'aménageur. Par décision en date du 22 janvier 2020, le territoire a délégué le DPU au SAF 94, lequel a préempté le bien par arrêté en date du 18 février 2020, et la présente communication a pour objet d'adopter la convention de portage foncier de ce bien immobilier pour lesquels les frais de portage et l'obligation de rachat sont supportés par l'aménageur. Denis? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Madame Cheilly. Le rapport 5 concerne la ZAC de la Ballastière Nord, donc à Limeil-Brévannes, développée sur un périmètre d'environ 8 hectares et qui a pour objet de développer une nouvelle centralité économique par la création d'une zone d'activité au traitement urbain et paysager qualitatif, compatible avec le quartier d'habitation des Temps Durables et le projet de requalification de la rue Albert Gary, Paul Valéry. La société publique d'aménagement, donc SPLA GPSEAD, a été désignée aménageur de la ZAC en 2018. Il s'agit d'un projet d'utilité publique en ce qu'il apporte une réponse aux besoins de locaux économiques de la commune et crée des emplois. Le périmètre de la ZAC est maîtrisé à 75% par GPSEA. Les 25% restants sont détenus par la SARL par NASA, 15% soit 12 860 m², et la SCI du Méli, 11%, soit 9 255 m². La présente communication a pour objet d'approuver le lancement de la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire dans le cadre de la ZAC. Cette déclaration d'utilité publique permettra, en cas d'échec des négociations amiables avec les propriétaires, de recourir à l'expropriation en vue de la réalisation du projet. L'arrêté de cessibilité délivré par le préfet à l'issue de l'enquête parcellaire permettra de déclarer cessibles les parcelles dont l'acquisition par voie d'expropriation s'avérerait nécessaire. Voilà pour ce dossier, Monsieur le Président. Merci. Madame Lecouf. Oui, nous suivons attentivement l'évolution de ce projet de ZAC et à la suite du courrier officiel du garde des Sceaux disant que le projet de prison était abandonné, ce projet se situant juste de l'autre côté de la RD 110, la ville de Limeil-Brévannes souhaiterait que le travail d'installation d'activités économiques puisse être poursuivi de l'autre côté de la rue de façon à étendre la zone. Oui, il faut l'étudier, mais ça ne pose pas de problème particulier. Je crois que même il y avait une entreprise qui était intéressée. Je ne sais pas, IFH. Hein? Non, mais on va étudier. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Pas d'avis contraire? Pas d'abstention? Le rapport est adopté.
Le rapport suivant, Madame Segui, toujours. Donc, le point 6 concerne la commune de Boissy-Saint-Léger. Le 20 février 2018, le territoire et la commune de Boissy ainsi que les PFIF ont conclu une convention d'intervention foncière portant sur le secteur du centre-ville et de la gare. Elle couvre un périmètre d'une soixantaine d'hectares sur laquelle les PFIF exercent une mission de veille foncière afin d'identifier les sites susceptibles de faire l'objet de projets de logement et d'activités avec le cas échéant des commerces et services en rez-de-chaussée. Les PFIF assurent par ailleurs la maîtrise foncière des biens situés dans les secteurs identifiés comme mutables et alloué une enveloppe d'un montant de 11 millions d'euros hors taxes à l'opération. La présente communication a pour objet d'adopter l'avenant numéro 1 à la Convention d'intervention foncière afin d'ajouter ces parcelles au périmètre de maîtrise foncière et de porter le montant de l'enveloppe allouée par les FIF à 15 millions d'euros. Voilà, Monsieur le Président, pour ce dossier. Monsieur Charbonnier. Je me réjouis de ça. On essaye de lutter avec Ormesson, mais j'arrive pas aux 18 millions de Marie-Christine, ce qui explique largement qu'elle soit première vice-présidente chargée du développement. Bravo, bravo à elle. Je viens juste rajouter que la ville d'Ormesson a bien besoin d'aménager son secteur, puisqu'on part vraiment avec beaucoup de retard. Donc voilà, donc on a effectivement des projets intéressants. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on avance, cher Régis. Je ne savais pas que le rôle de première vice-présidente était sur ce critère. Voilà, je l'apprends. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. Donc on passe au rapport suivant qui concerne maintenant... La commune de Noiseau. Noiseau. Ah, Noiseau. Ah, Noiseau. Donc la commune de Noiseau a été déclarée, elle aussi, en état de carence, par défaut de respect donc, des objectifs de construction de logements sociaux. En conséquence, le droit de préemption urbain a été transféré à l'État. Elle s'est inscrite dans une démarche de rattrapage, traduite donc le 6 décembre 2019 par la conclusion d'un contrat de mixité sociale, ce que l'on appelle effectivement un CMS. L'État et la commune ont désigné Valoffice Habitat comme partenaire privilégié pour l'atteinte des objectifs du CMS. La présente communication a donc pour objet d'adopter la convention d'action foncière entre Valoffice Habitat, le territoire, la commune et le SAF, acteurs en charge d'identifier les périmètres de construction possible de logements sociaux et, le cas échéant, d'en assurer le portage foncier. Voilà. Merci, Madame Segui. Monsieur Femel. Pas d'avis contraire. Le rapport est adopté. Le rapport suivant va concerner... Dernier point, chers collègues, Monsieur le Président, pour l'aménagement. Donc, ce dernier point concerne la ville de Créteil. La commune de Créteil a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner portant sur des parcelles cadastrées, section R 18 46 98, donc, qui se situe sur l'avenue de Verdun, au prix de 2 350 000 €, sur lesquels est édifié un local d'activité à usage de garage automobile d'une surface d'environ 1400 mètres carrés. Ce bien se situe sur l'île, sur la pointe de l'île Brispin. Donc j'ai appris, Monsieur le Président, par vous-même, que c'était au pont, jusqu'au pont de Créteil. Saint-Maur-Créteil. Saint-Maur-Créteil, sur la partie Saint-Maur, non, sur la partie Créteil. Et de l'autre côté, effectivement, pas sur la partie Saint-Maur, bien sûr, mais juste au pont. Donc ce garage, comme je l'ai dit, était d'environ de 1400 mètres carrés. C'est un site privilégié au cœur d'une agglomération qui dispose d'une situation stratégique en entrée de ville, sur lequel il est envisagé de préserver la biodiversité, les paysages et d'étendre les jardins familiaux déjà existants et de réaliser un équipement public
dédié à la pédagogie et au partage sur la nature en ville. Par décision du 26 août 2020, le territoire a préempté le bien. Par la suite, une négociation s'est engagée avec le propriétaire. Elle a été conduite à un accord amiable au prix de 1 750 000 € net vendeur. La présente communication a donc pour objet d'approuver l'acquisition du bien situé avenue de Verdun sur les parcelles dont je vous ai donné l'implantation tout à l'heure au prix de 1 750 000 € hors frais d'actes notariés. Merci Madame Silly. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Ebrecht. Sur ce terrain, logiquement, actuellement, le garage est plus occupé, mais il y a un vendeur de voitures d'occasion. Est-ce que cette parcelle fait partie du même terrain? Elle fait partie du semblait. Foncier du garage. Voilà. Donc il doit partir lui aussi. Ah oui. Non, mais je ne sais pas s'il a un droit d'exploitation pendant combien de temps. Non, c'est le même propriétaire qui a les deux. Ok, d'accord, je suis d'accord. Et sur le parking qui sert de vente de voitures d'occasion, il y a un contentieux puisque le loueur de voitures ne paye pas de loyer. Donc on a une véritable verrue à l'entrée de ville, à la limite de Créteil-Saint-Maur. On est tombé d'accord avec la navigation pour récupérer sur une période longue des terrains qui appartiennent à la navigation. Et on va végétaliser tout ce secteur pour le mettre en harmonie avec les bords de Marne. Avec des jardins familiaux notamment, végétalisation. Et peut-être, parce qu'il faut faire l'étude, une ferme pédagogique tournée vers l'agriculture urbaine. Ben, vous y passez tous, hein, c'est ceux qui passent au pont de Créteil sur la droite, là vous verrez de vous-même. Hein. Il y a un no man's land qui est regrettable par rapport au bord de Marne. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Pas d'abstention. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, c'est Monsieur Chaffaud. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, deux rapports concernant le développement économique. Le premier traite de l'adoption de 2 conventions avec l'Université Paris-Est-Créteil, avec l'UPEC, dans le cadre de son soutien à la filière santé. En fait, dans le cadre de la structuration de la filière santé, Grand Paris Sud-Est Avenir a initié un groupe de travail composé notamment des hôpitaux Henri Mondor, Centre hospitalier intercommunal de Créteil et la faculté de santé de l'université, donc Paris-Est Créteil. 2 projets ont été identifiés qui se trouvent porteurs, à savoir le premier qui est la création d'une maison de sport santé et le second qui est donc un projet dit Light, tous deux menés par l'UPEC. L'UPEC a donc sollicité Grand Paris Sud-Est Avenir pour un soutien sur ces 2 projets. Le premier consisterait donc pour la création d'une maison sport santé avec un local à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil. Ces maisons sport santé sont labellisées par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé, et sont destinées à accompagner des personnes souhaitant débuter ou reprendre une activité physique et sportive pour leur santé et leur bien-être. Cet équipement, ce local serait donc hébergé à titre gracieux à l'hôpital Albert Chenevier et permettrait donc à toute personne le souhaitant de pouvoir être accueillie et être conseillée pour reprendre du sport afin d'améliorer sa santé. Cette aide qui nous est demandée de la part de l'UPEC sur ce local est de l'ordre de 10 000 €. Ces 10 000 € consisteraient à donc l'aménagement de ce local sur environ 70 mètres carrés, qui permettrait une ouverture de ce service à partir de février, voire mars 2021.
par ailleurs, cette maison pourrait également servir de lieu d'exposition ou d'expérimentation pour tester de nouvelles technologies. Ce projet, donc Sport Santé, est cohérent avec les réflexions autour du développement thématique de la santé et du sport donc, sur notre territoire. Voici pour le premier projet. Le second projet, qui est le projet Light, en fait, c'est l'objectif de créer une base unique de données biologiques qui serait exploitée par des techniques de l'intelligence artificielle et pour mettre en commun l'ensemble des données, des mégadonnées même, dans les domaines de la biologie, de la radiologie, de la pathologie, à destination des cliniciens. Et pour cela, il nous faut, ça serait effectivement mis en œuvre avec les outils de l'intelligence artificielle. Pour cela, il est demandé donc le recrutement d'un doctorant qui serait chargé donc de mettre en place ce projet. Le coût de ce recrutement est estimé sur 2 ans à 50 000 €. 25 000 € seraient pris en charge donc, par la faculté de santé en étroite collaboration avec les hôpitaux Henri Mondor, et il est demandé à GPSEA de participer à hauteur de 25 000 €. Voilà, ce projet rentre également, permettra entre autres de susciter des créations d'entreprises pour des chercheurs travaillant sur ces différents sujets, et il s'intègre aussi dans un vaste projet de création à Créteil d'un bâtiment biologique financé par la PHP, type de bâtiment qui serait donc unique en Île-de-France. Voilà, il vous est demandé de bien vouloir adopter ces 2 conventions et d'autoriser, Monsieur le Président, à les signer. Merci, M. Chaffaud. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? Non. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Monsieur Chaffaud. Oui, merci Monsieur le Président. Donc là, il s'agit de la modification du règlement intérieur de notre réseau incubateur, pépinière d'entreprise et hôtel d'entreprise. Je vous rappelle que le GPSEA dispose aujourd'hui d'un réseau de 5 équipements. On a un incubateur, 4 pépinières et hôtels d'entreprise qui maillent l'ensemble de notre territoire. Elles permettent bien sûr de proposer à des jeunes entreprises des locaux adaptés à leur taille et à leurs moyens, et de pouvoir donc démarrer leur activité et ensuite de pouvoir se développer. On peut constater qu'elles répondent à un besoin réel, puisque sur le territoire, les taux d'occupation de ces équipements vont de 60 à 90%. Une ordonnance de 2017, du 19 avril 2017, relative à l'occupation privative du domaine public des personnes publiques impose désormais que la mise à disposition du domaine public se fasse après publicité et suivie d'une procédure de sélection des candidats. Aussi, donc, dans un souci de transparence et d'impartialité, il est proposé d'appliquer un modèle commun à l'ensemble de notre réseau IPHE, c'est-à-dire donc incubateur, hôtel d'entreprise et pépinière. Actuellement, on est sur des systèmes qui étaient légèrement différents les uns des autres. L'idée, c'est d'uniformiser tout cela. Donc le règlement intérieur définira effectivement les critères d'éligibilité et le processus de sélection des candidats des différents équipements territoriaux. Le point 2 de la modification de ce règlement intérieur est de renforcer l'accompagnement pour le développement de ces jeunes entreprises. En fait, il est proposé d'avoir un suivi plus régulier et personnalisé, assuré par les équipes gestionnaires de GPSEA, et de passer à des rendez-vous trimestriels plutôt que des rendez-vous annuels, permettant ainsi d'avoir un meilleur accompagnement, un meilleur soutien auprès de toutes ces entreprises en voie de développement. Voilà, donc il nous est demandé de bien vouloir adopter les modifications du règlement intérieur telles que proposées. Merci, M. Chaffaud. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Et d'abroger donc une délibération qui avait été prise en 2019, le 2 octobre 2019, qui fera donc ensuite prendre une nouvelle délibération. Pas de demande d'intervention, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Le rapport suivant, Madame Chauchard. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit
que la ville de Bonneuil demande l'autorisation de solliciter une subvention au titre de la Convention régionale de développement urbain dans le cadre de son nouveau projet de renouvellement. Les 5 nouveaux projets de renouvellement urbain réalisés sur le territoire de GPSEA bénéficient de subventions régionales. Leur montant prévisionnel et les conditions de leur obtention ont été fixés par la Convention régionale de développement urbain, co-signée par GPSEA et la région Île-de-France. Chaque demande de subvention au titre de la Convention régionale de développement urbain s'effectue via le dépôt par le maître d'ouvrage concerné d'un dossier comprenant notamment la délibération du territoire l'autorisant à faire cette demande. La ville de Bonneuil souhaite donc déposer une demande de subvention d'un montant de 320 625 € auprès de la région pour la création d'un pôle dédié à l'enfance dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Fabien. Pour ce faire, la commune sollicite l'autorisation de GPSEA. Donc je pense que nous pouvons donner l'autorisation à la commune de Bonneuil. Pas d'avis contraire. Le rapport suivant, c'est Madame Lecoufle. Oui, il s'agit de donner des subventions à 2 résidences sociales dans la poursuite de ce qui a été fait depuis la communauté d'agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne. La première résidence Résidétape à Créteil comprend 35 logements. Elle a accueilli 42 personnes en 2019 et il est donc proposé de leur accorder une subvention de 9 605 €, identique à celle octroyée l'année dernière. La deuxième résidence, toujours à Créteil, comprend 166 logements, dont 96 en résidence sociale. Elle a accueilli 117 ménages en 2019, représentant 141 personnes, et elle sollicite, elle, de notre part, une subvention de 22 870 €, identique à celle qu'elle avait sollicitée l'année dernière. Il est donc proposé de souscrire à ces 2 participations financières de 9 605 € et de 22 870 €, destinées tout particulièrement à financer les mesures d'accompagnement social mises en œuvre dans ces 2 résidences. Merci Madame Lecoufle. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Pas d'abstention. Le rapport est adopté. Madame Lecoufle, toujours. Ce rapport permet un soutien au développement du logement social. Nous avons 3 endroits différents. D'abord, l'attribution d'une subvention pour surcharge foncière de 94 683 € à une SA d'HLM immobilière du Moulin Vert pour 24 logements locatifs sociaux à Ormesson-sur-Marne. En contrepartie, le territoire aura un contingent de réservation pour 3 logements. En deuxième ordre, l'approbation d'une garantie, cette fois, à 100% de prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations au bailleur social 1001 Vie Habitat pour la construction en VFA de 14 logements sociaux à Noiseau. GPSEA aura donc 2 logements sociaux qui s'ajouteront à un contingent de 2 logements déjà obtenus pour la surcharge foncière précédemment accordée. Et enfin, il s'agit d'approuver une autre garantie à 100% de prêts accordés toujours par la CDC à Antin Résidence pour réhabiliter une résidence de 80 logements locatifs sociaux à Boissy-Saint-Léger dans le secteur de la Haie-Griselle, en contrepartie donc d'un contingent réservataire de 16 logements. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Le rapport est adopté. Monsieur Barneau, à vous. Monsieur le Président, chers collègues,
dans l'attente du futur PLUI de notre territoire, nous continuons les procédures qui continueront d'ailleurs au-delà des modifications simplifiées du PLU. Et aujourd'hui, c'est la commune de Limeil-Brévannes qui est concernée. Donc, cette commune a souhaité procéder donc, à quelques précisions et ajustements de son PLU qui justifient le recours à cette procédure. Donc, vous avez pris connaissance de l'avis des personnes publiques associées et donc vous avez également pu prendre connaissance pour ce qui s'appelle les dossiers volumineux de la ligne qui est consultable sur le site de GPSEA. Et il vous est demandé donc d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes afférents à cette procédure. Merci. Pas de demande d'explication, pas d'avis contraire. Madame le maire? Non. Oui, allez. Je voudrais dire qu'il s'agit vraiment d'une modification mineure qui n'entraînerait pas de révision, puisque c'est simplement suite à une demande d'un des occupants du secteur de la Ballastière que cette modification simplifiée est opérée, et qu'à l'occasion de cette demande, nous avons souhaité apporter quelques précisions, mais très mineures et tout à fait techniques, à notre plan local d'urbanisme. Très bien. Pas d'avis contraire, je pense. Madame Lecouffle, l'aire d'accueil des gens des voyages. Donc pour le moment, en attendant que la métropole se saisisse du plan métropolitain de l'aménagement et de l'hébergement, ce qu'elle n'a toujours pas fait, et dans l'attente aussi du schéma départemental devant acter la création de l'aire de grand passage et d'aires d'accueil supplémentaires sur notre territoire, GPSEA gère pour le moment une aire d'accueil à Créteil-Pompadour, et il est question assez simplement de modifier le règlement intérieur de cette aire, notamment des conditions d'octroi d'une prolongation de séjour au-delà de la durée réglementaire de 3 mois, notamment quand il y a des jeunes scolarisés ou une activité professionnelle qui le justifie, et de prévenir aussi les occupants au moins 2 mois avant la fermeture obligatoire annuelle de cette aire, et le reste est assez mineur. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, d'explication? Est-ce qu'il y a des candidatures pour transfert de l'aire en question? Non, personne ne se pense. Bien, je pense que le rapport est adopté. Le rapport suivant, Monsieur Farcy. Monsieur le Président, chers collègues, l'objet de mon intervention porte sur la valorisation du patrimoine et des paysages, et plus particulièrement sur l'adoption de la charte des espaces naturels du Val-de-Marne. L'objectif est de protéger et de sauvegarder 40% d'espaces naturels et de terres agricoles. Et GPSEA souhaite porter les valeurs de la charte départementale des espaces naturels. Elle permettra de favoriser et de développer la biodiversité, de partager les connaissances sur les espaces naturels sensibles et de sensibiliser sur les bonnes pratiques. GPSEA constitue le poumon vert de la métropole avec 40% de forêts, d'espaces naturels et de terres agricoles. Il regroupe 4 espaces naturels sensibles, vous les connaissez je pense, et qui présentent un intérêt écologique ou paysager et doivent être préservés et valorisés. Il s'agit de la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, de l'espace naturel sensible de Mandres-les-Roses, du parc départemental du Morbras à Ormesson-sur-Marne, et puis le domaine départemental des Marmousets à la Queue-en-Brie. Le département du Val-de-Marne est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection et de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles dans le cadre d'un schéma départemental qui a été adopté en 2018. Il a souhaité partager ces enjeux avec des acteurs institutionnels et associatifs afin de mettre en place les outils de protection nécessaires pour sauvegarder les espaces les plus vulnérables, mais également ceux qui présentent une valeur ou ont un rôle particulier du point de vue écologique, paysager, social et sanitaire. Donc les partenaires, c'est les associations, les EPT, les villes, les institutions, c'est 37 signataires au total,
dont Grand Paris Sud-Est Avenir, se sont ainsi réunis et ont rédigé une charte des espaces naturels sensibles autour des engagements communs suivants. Favoriser et développer la biodiversité, partager les connaissances et les expériences sur les espaces naturels sensibles et les services qu'ils rendent, et sensibiliser pour favoriser les bonnes pratiques des espaces, préservés ou non. Et cette charte vise à être une référence commune aux acteurs du territoire pour agir ensemble en faveur des espaces naturels, et ce, selon 4 axes. Le premier est de mieux connaître la trame naturelle départementale, la consolider et la développer pour en faire un support à la biodiversité. Le deuxième axe est de faire vivre les espaces naturels sensibles, donc c'est des actions de sensibilisation. L'axe 3, développer l'agroécologie dans les espaces agricoles. Et puis l'axe 4, compléter et valoriser le réseau des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre. Pour rappel, GPSEA est d'ores et déjà engagé au travers de son plan climat, et il s'est engagé à protéger la biodiversité de son territoire. Ainsi, le territoire a mis en place des animations sur la biodiversité, et il lancera la réalisation d'un atlas territorial de la faune et de la flore. Il s'est engagé également à réhabiliter le sentier d'interprétation agricole du plateau Briard. Une étude est actuellement en cours pour définir un programme pluriannuel de travaux. Et également de protéger et valoriser les espaces agricoles. C'est un diagnostic sur le foncier agricole qui va être prochainement réalisé. Alors, compte tenu de ces spécificités, les spécificités de notre territoire et de l'importance des enjeux environnementaux, il convient de soutenir et d'amplifier l'action départementale sur les espaces naturels. En signant cette charte, et GPSEA s'engagera plus particulièrement sur les actions suivantes. La première est de participer à la mise en place d'une veille foncière des sites potentiels non protégés, ainsi que de favoriser les actions permettant de créer plus de continuité écologique, notamment dans les documents d'urbanisme, de multiplier les actions de sensibilisation sur les espaces naturels, sur la biodiversité, sur les cycles biologiques, de communiquer et de sensibiliser la population à la production agricole locale. Donc, il s'agit de visites, de fermes, d'interventions dans les cantines scolaires, enfin, d'actions pédagogiques, d'améliorer la signalétique directionnelle des sentiers existants, et plus particulièrement sur le sentier d'interprétation agricole du plateau Briard, et de travailler à la mise en œuvre d'itinéraires cyclables prioritaires desservant les espaces naturels. Et bien sûr, d'étudier les possibilités de développement et de valorisation de ces itinéraires. En conséquence, il vous est demandé, mesdames et messieurs, de bien vouloir adopter la charte des espaces naturels du Val-de-Marne, qui est annexée au dossier, et également d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. Merci, M. Farcy. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Monsieur le maire... Oh, pardon. Vas-y. Simplement pour me féliciter de l'adoption de cette charte qui concerne différentes communes, mais aussi rappeler un élément de notre débat au bureau. Nous avions évoqué la possibilité d'un inventaire à la suite de l'intervention de plusieurs maires, notamment de Mme Lecouve, de M. Doucet et de moi-même, à propos du parc du Château d'Héret. Et je crois que cet inventaire présente un intérêt particulier pour notre territoire, dont c'est vraiment la vocation de repérer en amont, en fonction évidemment des moyens financiers dont il peut disposer. Et je pense que c'était important de le signaler à nos collègues. Est-ce qu'on doit, monsieur le maire de Noiseau, dans l'inventaire, inscrire... Vous allez encore me parler de ma nomination comme gardien en chef? Non, mais je crois qu'il faut inscrire aussi ces espaces, hein, puisqu'il y a de la forêt et il y a des terres agricoles. Oui, bon, là, on est plutôt sur la forêt. Hein. Oui, monsieur. Oui, le château d'Héret, Richard Delamussien, de Chenevière. Le château d'Héret, c'est 12 hectares de forêt, et dont, avant l'arrêt de l'ex-VDO, c'était 3 hectares d'emprise aussi également. Donc, effectivement, par rapport à une urbanisation qui va être autour, il est important de signaler ces espaces de verdure qui, par rapport au plan vert, on doit avoir des espaces publics, des espaces verts à moins de 500 mètres de l'habitat.
Donc c'est important d'attirer l'attention aux extrémités de Chenevière par rapport à l'ex-VDO, de faire attention à ces espaces et d'y réfléchir ensemble. Oui, mais l'inventaire doit prendre en compte aussi la propriété foncière, parce qu'on va avoir des propriétaires très différents. Et la faire évoluer lorsque c'est des zones naturelles qui sont généralement moins coûteuses, moins onéreuses. Mais on m'a expliqué que souvent pour les propriétaires de forêt, c'était un moyen aussi de défiscaliser. Alors la défiscalisation, bon, ça ne me choque pas, mais ça devrait quand même les inciter à maintenir en bon état, à préserver un peu ces espaces-là. Non, mais on a bien enregistré le débat en bureau, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas d'avis contraire pour que nous signions la charte. Le rapport Fort-Soulé, on l'a vu. Monsieur Femel, le rapport suivant. Merci, Monsieur le Président. Cette communication a pour objet l'acquisition d'une parcelle agricole auprès de la SAFER Île-de-France d'une superficie de 4000 m² à Mandres-les-Roses. Informé par la SAFER qu'une seule candidature avait été présentée provenant d'un paysagiste dont le projet ne semble pas abouti et présente un risque d'utilisation illégale du terrain sans rapport avec l'agriculture, la commune de Mandres-les-Roses a délibéré lors de son conseil du 19 décembre 2019 afin d'acquérir la dite parcelle. Cette acquisition s'avère nécessaire afin de garantir le maintien de la vocation agricole de ce terrain en limitant le mixage des terres. Aussi, compte tenu des compétences et objectifs poursuivis par GPSEA, notamment au travers du plan climat, air et énergie territoriale, la commune de Mandres-les-Roses a sollicité le territoire afin que celui-ci se substitue à elle dans le cadre de cette acquisition. En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver l'acquisition de la parcelle et autoriser Monsieur le Président à signer l'acte notarié. Merci, Monsieur Femel. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Pas d'abstention. Le rapport est adopté. Monsieur Dufeu, le rapport suivant. Merci, Monsieur le Président. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a procédé au contrôle des comptes et à l'examen de la gestion de GPSEA pour les années 2019 et suivants. Initié en mars 2019, le contrôle a porté sur la politique de lecture publique territoriale. Le rapport d'observation définitive a été notifié le 13 août 2020. Il est annexé dans le rapport. Conformément à l'article L243-6 du Code des juridictions financières, le rapport est communiqué par l'exécutif à l'Assemblée délibérante en vue d'un débat. La Chambre régionale a notamment mis en exergue dans le rapport des éléments reflétant l'ambition de GPSEA en matière de lecture publique, notamment la gratuité d'accès aux médiathèques et bibliothèques, l'adoption d'une charte de coopération entre le territoire et chaque ville, l'adoption d'un règlement intérieur harmonisé pour le réseau, une forte fréquentation des équipements, une variété des activités offertes par les médiathèques. La part significative dans le budget de fonctionnement de l'établissement, ainsi que le triplement des dépenses d'investissement entre 2016 et 2019. La Chambre régionale a également invité la collectivité à engager ou poursuivre un certain nombre d'actions dont vous trouverez le détail dans le rapport. On peut notamment citer l'adoption d'un plan pluriannuel d'investissement permettant une meilleure structuration du réseau, l'accroissement du temps d'ouverture des équipements, l'harmonisation du temps de travail, le développement des recettes externes.
Plusieurs de ces points relevés par la Chambre régionale sont en cours d'étude et de négociation avec un objectif de concrétisation à court terme. Il vous est demandé de bien vouloir prendre acte de la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes et de prendre acte de la tenue du débat portant sur le rapport. Merci, Monsieur Dufeu. Le débat est ouvert. Monsieur Amsler. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, d'abord, je me félicite du rapport qui est présenté par le territoire sur la politique de lecteur public, qui montre les progrès et les avancées importantes qui sont réalisées dans ce domaine, avec notamment le soutien de FOCOM 94, qui est donc le syndicat intercommunal qui, depuis de nombreuses années, a lancé le programme de réfection de tous les logiciels de médiathèque, puisque c'est une affaire qui remonte dans, je dirais, ses prémices à plus de 5 ans. Il se trouve qu'en 2017, donc, les communes qui étaient membres déjà d'Infocom et qui utilisaient les services directement des logiciels médiathèques d'Infocom ont transféré l'ensemble de leurs équipements de bibliothèques et de médiathèques au territoire GPSEA. Ce qui fait que GPSEA aujourd'hui représente 22 médiathèques sur les 33 qui sont globalement gérées sur le plan informatique par Infocom. Alors, comme vous le savez, Monsieur le Président, j'ai moi-même été obligé d'assurer l'intérim de la présidence du syndicat Infocom cet été, puisque Alain Guétraud, qui en avait assumé la présidence, ne pouvait plus remplir cette fonction puisqu'il n'avait pas, il ne s'était pas représenté aux élections municipales. Et c'est M. Tastek qui m'a fait part, effectivement, vers le 15 septembre, enfin à la mi-septembre, de l'existence du rapport de la CRC. Et je n'ai eu connaissance du rapport de la CRC, comme vous tous d'ailleurs, qu'au moment de la préparation du bureau. Et ce rapport de la CRC, qui comporte une 33 ou 35 pages, il y a 3 pages qui concernent plus particulièrement le rôle d'Infocom par rapport à GPSEA sur ce problème du système d'informatisation des gestions des bibliothèques. Et là, j'avoue que je regrette qu'on n'ait pas eu un dialogue plus étroit entre GPSEA et Infocom, ou que les agents de la CRC qui se sont penchés sur ces questions n'aient pas approché Infocom, parce que ni le président précédent ni moi-même n'avons été approchés pendant toute cette période d'instruction. Ce qui est un peu regrettable, ce qui m'amène à vous faire part de quelques compléments d'information qui me semblent nécessaires pour corriger un peu la présentation du rapport de la CRC qui est, je dirais, pas totalement objectif et un peu tronqué. Alors, il y a des détails qui sont, je dirais, pas très importants, mais enfin, par exemple, le nombre de membres, c'est pas 18, c'est 17, puisque Joinville était sorti en février 2019, et donc aujourd'hui, il n'y a plus que 17 membres. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est plus significatif, c'était le fait que la CRC mentionne sur la participation au coût l'augmentation des coûts pour GPSEA, sans préciser que dans les règles qui ont été établies entre GPSEA et Infocom et les communes, en réalité, l'augmentation des charges qui est demandée à GPSEA est compensée par une diminution des charges payées par chacune des communes à Infocom pour toutes les villes qui sont membres de GPSEA. Et ça, c'est depuis le début, c'était l'esprit du système. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir que si on imagine que dans un futur certainement très lointain, les villes sont totalement dépossédées de je dirais, toute compétence en matière de traitement informatique et que tout soit transféré sur GPSEA, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait qu'à ce moment-là, soit c'est effectivement Infocom qui dépendrait totalement de GPSEA, mais attention, il n'y a pas dans Infocom que des villes appartenant au T11, il y a également des villes qui appartiennent à d'autres territoires. Donc ça poserait des problèmes d'équilibrage de ressources, et effectivement, à ce moment-là, il ne serait pas logique que les villes continuent à payer pour quelque chose qu'elles n'exerceraient plus. Et donc la mécanique qui a été imaginée et discutée avec GPSEA, c'était justement qu'il y ait un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les transferts avaient lieu sur GPSEA, effectivement, GPSEA participait à un niveau plus élevé au financement d'Infocom, mais que d'autre côté, les villes, en contrepartie, voyaient une diminution de leur contribution. Ça n'est pas dit dans le rapport, puisqu'il ne parle que de l'augmentation des charges du côté
de GPSEA, mais pas de la diminution pour les villes qui correspondent. Également, il est souligné que là, il y a une espèce d'ambiguïté dans le rapport sur les coûts, parce qu'on a l'impression que l'augmentation est liée uniquement au programme de SIGB. Ce n'est pas du tout le cas. Infocom, aujourd'hui, par rapport à GPSEA, fournit 18 prestations différentes. Et donc, Infocom, je dirais, au fur et à mesure que les transferts ont lieu entre les villes et le territoire, bien sûr, la part des services et des produits utilisés par le territoire auprès d'Infocom augmente. Donc il n'y a pas uniquement l'histoire de la SIGB, il y a l'ensemble des différentes applications qui sont développées et que le territoire utilise de plus en plus. Et enfin, un dernier détail qui m'a choqué, c'est que le rapport, dans son dernier paragraphe concernant l'Infocom, fait état d'un audit dont je n'ai jamais eu connaissance et qui n'a jamais fait l'objet ni d'un partage ni d'une discussion, et il est dit dans le rapport que ça ferait apparaître pour Infocom un coût supérieur à celui d'un service informatique intégré. Cette information me paraît un peu péremptoire parce qu'elle a été contredite par une étude qui avait été commandée par Infocom en 2017 auprès du cabinet Weisorga. Et ce rapport faisait apparaître l'intérêt justement de la mutualisation pour les collectivités territoriales qui, à travers une organisation comme Infocom, permettait d'abaisser les coûts avec effectivement des économies importantes de moyens. Alors, ce rapport Weisorga a été diffusé à toutes les villes, puisqu'il a même été présenté à chacun des maires individuellement avec le président Guetreau à l'époque. Donc je suis un peu surpris que le rapport se termine sur cette affirmation qui me paraît pour le moins un petit peu ambiguë. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président, et le détail, je vous donnerai le détail. Jean-Daniel, sois sûr que nous n'avons pas influencer les magistrats de la Cour des comptes. Ils auraient pu nous approcher. Ils ont approché les maires, je pense. Enfin, tout au moins. Hein? Non, même pas. Bon, tout au moins, l'administration du territoire, on a été certainement approché pour un. Et comme tu l'as justement dit, à Infocom, il n'y a pas que des communes du territoire. Est-ce pour autant que le rapport ne souligne pas des dysfonctionnements quand il dit, par exemple, qu'on paie plus que ce que nous payerions pour des prestations qui ne sont pas toujours bonnes. C'est justement ce point qui est discutable. Voilà, ce point est discutable et il est notamment discuté par nos administrations respectives. Moi, je ne suis pas un spécialiste du numérique, tout le monde le sait, mais je suis saisi quand même de dysfonctionnements importants dans les prestations qui sont assurées par Infocom. C'était un diagnostic qui était, semble-t-il, tout au moins au niveau des administrations des communes de Grand Paris Sud-Est à venir, partagé. Par contre, pour ce qui me concerne, j'ai toujours dit que, quelles que soient les difficultés, il y avait une question là aussi de solidarité, et que même si les communes les plus importantes payaient un peu plus, on ne pouvait pas parler de solidarité et laisser les plus petites communes se débrouiller toutes seules alors qu'elles n'en auraient pas les moyens. Donc il faut essayer de trouver un équilibre qui permette à la fois de satisfaire les besoins que peuvent avoir les communes petites ou grandes d'ailleurs, et d'avancer. Bon, le rapport de la Cour des comptes est important. Je voyais tout à l'heure notre conseiller maître Urgin qui
qui se dressait sur son siège parce qu'il a eu le sentiment que tu mettais en cause de la magistrature. Bon, il a sa valeur, mais je crois que quel que soit le rapport de la Cour des comptes, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le fonctionnement d'Infocom, sur le coût et sur les prestations qui nous sont assurées, disons. Voilà, on peut le faire de manière tout à fait dépassionnée. Si j'ai bien compris, il y a une autre commune qui est sortie, c'est Joinville. Bon, elle est sortie de manière apaisée. Saint-Maur veut sortir, mais ils ne sont pas encore sortis. Donc, à mon avis, il faut quand même qu'on avance pour permettre à Saint-Maur de sortir tranquillement. Ça ne sert à rien d'avoir un conflit ou un contentieux qui va durer. Voilà, bon, moi alors, excuse-moi, mais comme on est sur le rapport et le débat dépasse le problème d'Infocom, à mon avis, il y a 2 points importants dans ce rapport. Il y a un, d'élargir le temps d'ouverture des médiathèques, notamment les week-ends ou les jours fériés. Bon. Personnellement, ça ne me choque pas. Bon, ça doit être négocié avec les organisations syndicales, mais les médiathèques, là où elles ont été ouvertes, notamment le dimanche, il y a un public. Donc, personnellement, ce plan-là, sur l'élargissement, à condition qu'on en débatte entre nous, mais moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on élargisse les horaires. On les a même élargis sur Créteil au dimanche matin. Et le deuxième point, là, il est plus compliqué, c'est l'harmonisation du temps de travail entre nos personnels. Parce qu'on a des différences suivant le haut du Val-de-Marne, suivant Aix-Plaine Centrale et compagnie. Et l'histoire. Bon, et on a des écarts qui sont quand même importants. Et cette harmonisation du temps de travail du personnel, il faut certainement y tendre parce que de toute façon, c'est la loi. Donc on est tenu d'appliquer la loi. Mais ça sera un point, à mon avis, plus délicat que le problème d'Infocom. Oui, tu peux, vas-y. Je peux juste dire que je partage complètement ce que tu viens de dire, que par ailleurs, je voulais vous signaler que la présidence d'Infocom a été donc dévolue à notre collègue Amsi Mokhtara, qui est un élu de Chenevière, qui avait été désigné comme représentant de GPSEA chez Infocom. Donc, il ne siège pas à Infocom en tant qu'élu de Chenevière, il siège à Infocom en tant que représentant de GPSEA au sein d'Infocom. Et donc, à ce titre, je dirais que le fait qu'il ait été élu président à la quasi-unanimité, puisque toutes les villes, sauf il y a eu une seule abstention, sur son élection comme président. Ça montre bien que la recherche d'un consensus sur tous ces points est quelque chose qui devrait nous animer, y compris d'ailleurs une bonne nouvelle quelque part, c'était que Saint-Maur a accepté de revenir au bureau. C'est-à-dire que, alors que dans la mandature précédente, Saint-Maur avait refusé d'être au bureau. Donc je pense que là, ça devrait aussi faciliter les évolutions futures, permettre probablement de faire une sortie qui soit, je dirais, convenable pour les deux parties. Apaisée. Et par ailleurs, également, on a mentionné les sorties, mais il y a aussi eu l'entrée dans la mandature précédente de l'email Brévan, qui a pu, grâce à Infocom, basculer très rapidement d'ailleurs ces services, grâce à Infocom, qui en l'espace de 3 mois a pu... oui, et comme... Donc, effectivement, je pense qu'il est intéressant de voir les différents aspects de cette affaire, qui est assez complexe, et j'espère qu'effectivement, on va pouvoir avancer rapidement pour faire évoluer dans le bon sens. Oui, mais... Bon, là, on a focalisé un peu sur Infocom, on aura l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas si le président est là, d'ailleurs. Je ne crois pas. Il n'est pas là? Bon, pour le reste du rapport, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non?
Bon, on prend acte, hein, et on va essayer d'avancer sur les recommandations qui nous ont été faites. Le rapport suivant. Denis, à toi. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc il s'agit ici d'un rapport sur l'adoption d'un avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de réhabilitation sans tranchée du réseau d'assainissement pour les années 2019-22. Donc il s'agit en fait dans ce rapport d'adopter un avenant au marché de travaux de réhabilitation sur le lot 1, comme je viens de dire, qui concerne les communes d'Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Le Plessis-Trévis. Là, je ne me suis pas trompé, contrairement au bureau. En effet, compte tenu de la politique volontariste du GPSEA, il convient de réévaluer le montant maximum pour ce lot pour un montant supplémentaire de 348 000 € hors taxe, soit un montant total au marché de 2 948 000 hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Mais le rapport suivant, Monsieur le Président. Ah! Il s'agit, mes chers collègues, de soutenir le site de Grosbois qui a posé sa candidature pour accueillir les manifestations relatives à l'équitation pour les Jeux olympiques de 2024. Initialement, le site de Versailles avait été retenu et aujourd'hui, il y a des discussions. Donc, il y a une opportunité que je pense que nous devons saisir qui permettrait effectivement peut-être de rendre encore plus attractifs les installations de Grosbois et surtout et certainement valoriser le patrimoine du territoire et toute cette partie de la région parisienne. Donc, une résolution vous est présentée dans ce sens. Je crois savoir que le département du Val-de-Marne a délibéré aussi dans ce sens, ainsi que différentes communes. Donc, je vous propose, de manière enthousiaste, de voter cette résolution. Bon, on n'est pas sûr de gagner, hein, mais il n'y a que les combats qu'on mène pas qu'on perd. Oui, mais celui-là, je pense qu'il a de bonnes chances. Bon, j'ai bien. Acceptons-en l'augure. Pas d'avis contraire? Le texte vous convient? Messieurs les maires du plateau Briard, pas d'objection sur le texte? Au contraire. Donc le vœu est adopté à l'unanimité, c'est important. Et on l'a fait, hein, la subvention aux sinistrés du Sud-Est. Est-ce qu'il y a des questions diverses, mes chers collègues? Pas de questions diverses? La séance est levée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.